Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie, des expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter en laissant vos histoires respectives qu'on essaie de retransmettre et partager dans le respect. J'insiste à ce que toutes les personnes qui ont envie de commenter puissent commenter dans le respect parce que les personnes qui viennent partager leurs histoires de vie lisent les commentaires. On n'a pas besoin de s'agresser, de s'insulter ou de se mépriser. On peut retranscrire sa pensée avec un commentaire décemment écrit, gentiment écrit, pour faire comprendre à la personne que tu as tort. Comme vous savez, sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude, les injures ne sont pas tolérées. Quand il y a des écarts de langage, je bloque juste la personne. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire partie de notre team. On tient à ce que notre team reste une team de qualité. Comme vous avez toujours été, vous vous différenciez sur YouTube, vous faites des efforts de s'accepter, de se tolérer avec nos différentes croyances religieuses, nos cultures, nos races. Merci à vous tous qui faites l'effort de rester courtois et tolérants envers les autres. C'est le but de la chaîne. Nous sommes une chaîne de distinction et de qualité. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est poignante ou elle est terrifiante. Cette histoire, je l'ai en fait depuis 3 semaines. Mais je n'arrivais pas à la raconter parce qu'elle m'a tellement écœurée, terrifiée, remise en question. Elle m'a fait réfléchir sur tellement de différents angles que je me suis dit, bon, il faut que je la partage pour avoir le ressenti des autres personnes et leurs pensées et conclusions de ce qu'on peut tirer de ce qui s'est passé dans la vie de notre frère dont nous allons parler. Nous allons parler de ce monsieur qui s'appelle Bosanfo Kodi Geoffrey. On va l'appeler Geoffrey parce que son nom est assez compliqué. Ce monsieur est un citoyen ghanéen. Un citoyen ghanéen qui a fait des études universitaires, qui a pu obtenir une bourse d'1 an pour aller aux États-Unis, pour aller compléter ses études, aller faire un doctorat dans une université de la place. Quand il arrive là-bas, il arrive à faire son année et à renouveler pour une 2e année parce qu'il n'avait pas fini. Ce monsieur était logé sur le site universitaire, comme on va appeler chez nous, au campus, au home des étudiants. C'est là qu'il vivait. Ce monsieur était âgé de 40 ans quand il arrive aux États-Unis. Il fait ses études. Il arrive à trouver un visa pour faire une 2e année parce qu'il estimait que ce qu'il avait fait, il pouvait le faire en 2 ans. C'est quelqu'un qui avait déjà réussi au Ghana. C'est quelqu'un qui pouvait déjà travailler au Ghana, mais qui a juste décidé d'avoir un doctorat. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur diplôme. Ils veulent plus parce qu'ils envisagent être des personnes plus importantes dans la vie. Bref. On ne sait pas si c'était son projet de retourner au Ghana, mais moi je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Quand il arrive là-bas, il fait sa 2e année, il arrive à négocier un visa. On lui donne pour la 2e année, il étudie. Quand il termine la 2e année, il a voulu faire une 3e année, d'autres choses. Les États-Unis ont refusé de l'octroyer un visa pour faire une 3e année, en sachant qu'il était venu avec un visa d'1 an pour des études. On lui a rajouté une 2e année. Il voulait une 3e année. Ils ont dit non, tu rentres au Ghana. Il s'est retrouvé sans papier aux États-Unis à l'université. C'est comme ça que ça devient chaud pour lui. Il doit quitter le campus, il doit quitter le home des étudiants, il doit se trouver un logement et rester sans papier aux États-Unis. Notre frère ghanéen, vu qu'il est africain, dans l'université à laquelle il allait, il y avait un professeur kenyan qui répondait au nom de Anthony Kinoa. Professeur Anthony Kinoa, dans la ville de Maryland. Il va le voir, il va lui expliquer, il lui dit que ah, mon grand, mon vieux, mon tonton africain, moi j'ai telle difficulté. Je dois retourner au Ghana, mais je n'ai pas fini, je voulais vraiment faire ça, ça, ça.
Vous savez qu'entre intellectuels, les gens qui font les grandes études encouragent toujours les autres à étudier comme eux. Le monsieur qu'il est allé voir est professeur d'université aux États-Unis. Il est venu en tant que Kenyan. Il a validé des diplômes jusqu'à devenir professeur. C'est une grosse tête, blindée d'intelligence. C'est un monsieur qui a pu obtenir la nationalité américaine avec toute sa famille, embauché comme professeur à l'université. Donc il va le voir, je suppose qu'il se connaissait. Parce que quand tu es quand même un Africain à l'étranger, que tu vas dans un certain milieu, et tu es en France ici, tu vas à l'hôpital, tu vois qu'il y a un médecin congolais ou camerounais, tu vas te rapprocher de lui. Donc je suppose qu'il le connaissait. Si on suppose, c'est pourquoi? Parce que quand on lui a refusé le visa, il est allé voir ce professeur ghanéen. Il lui a dit qu'il doit déguerpir, il doit évacuer du sol américain. On lui a donné l'avis de quitter le territoire. Ils ne veulent pas lui renouveler le visa. Et lui, il n'a pas envie de repartir. Il a relancé une procédure de recours. C'est comme ça que le professeur comprend et l'encourage et lui donne des stratégies pour rester. Maintenant, vu qu'il doit quitter l'université, trouver un logement, le professeur lui dit, tu peux venir chez moi. Tu es un petit studieux, tu es un petit intelligent. Tu es un gars qui est déterminé. Je commence à croire que les Kenyans sont des gens très hospitaliers. Parce que dans toutes les histoires qu'on raconte ici sur la toile, les Kenyans ont la facilité de recevoir les gens chez eux, ce qui est une très bonne qualité. Donc le professeur lui dit, écoute, tu es encore en procédure, tu attends une réponse. Je comprends bien que tu n'as pas d'argent en tant qu'étudiant pour continuer à vivre ici sur le campus. Tu dois partir déjà parce que la police peut tomber sur toi. Moi, ce que je te propose, c'est de venir chez moi. Moi, je suis américain de nationalité. J'ai une villa. Imagine bien, je suis professeur ici à Maryland. Donc, je gagne bien ma vie. Tu peux venir chez moi. C'est comme ça que le professeur invite Geoffrey à venir vivre chez lui. Pourquoi? Le professeur a une villa dans un quartier bourgeois. Le professeur a des enfants, mais à la maison, pour le moment, il n'a que 2 garçons. On suppose que c'est un papa qui avait déjà des enfants qui étaient partis de la maison, qui ont fait des études, qui étaient indépendants, qui sont partis vivre leur vie. À la maison, à ce jour-là, il n'avait que 2 fils. Il n'avait que 2 fils. Jari, 23 ans, et Alexandre, 21 ans. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en villa. Je vais parler avec maman. Hein? Je vais lui dire que c'est notre fils d'Afrique qui est venu se battre ici aux États-Unis pour devenir quelqu'un. Maman n'a pas de problème, tu viendras habiter. Même quand on est à l'Occident, une maman africaine reste une maman africaine. Elle a toujours ses cœurs de maman. Elle a toujours l'amour de l'Afrique. Elle a vu que c'est un enfant. L'enfant, il est ghanéen, nous sommes des Kenyans. Ça fait quoi? On vient tous d'Afrique. Le petit se recherche. Papa a dit qu'il veut l'aider. Il viendra habiter ici en tant que fils. C'est comme ça que Geoffrey quitte l'université. Il vient habiter chez papa Anthony. Parce qu'on va appeler le professeur qui? Là, ce n'est plus relation des professeurs étudiants. Ça devient papa et enfant. Nous, en Afrique, on s'appelle papa. Tu peux habiter chez un papa camerounais, c'est ton papa. Maman ivoirienne, c'est ta maman. Donc, ça veut dire que Geoffrey, enfant ghanéen, est venu habiter chez papa Anthony. Parce que là-bas, à la maison, il n'est pas professeur, il est papa. La maman a accepté. Ils ont pris Geoffrey, ils ont présenté à Alexandre, ils ont présenté à Jerry. C'est votre grand frère, comme nous sommes habitués à faire chez nous. Ils ont commencé à habiter. Vu que Geoffrey avait des problèmes, il n'allait pas à l'université. Il essayait de se débrouiller, à faire ses démarches. Il était à la maison en permanence. Il n'avait pas de papiers pour aller travailler même au noir. Et il avait peur de se faire ramasser par la police parce qu'il n'y avait pas encore de réponses. Le professeur n'a pas de problème. La semoule, tu peux manger. Le riz, tu peux manger. Le lait, tu peux boire. Le Fanta, est-ce qu'il est au niveau des nourritures? La maman, c'est la femme des boss. Est-ce qu'il y a un problème? Regardez la qualité de leur maison. C'est des riches. Alexandre et Jerry, des enfants gâtés. Geoffrey commence à habiter avec les habitudes des garçons, de pouvoir se maintenir, garder le cardio. Tu es stressé. Comment tu vas évacuer le stress? Nous tous, nous savons, nous sommes là. Quand tu as trop de pression, tu fais quoi? Parfois, tu sors, tu pars marcher. Tu pars marcher pendant 1 heure, pendant 2 heures. Tu réfléchis, tu te vides la tête. Le sport, nous sommes tous conscients que le sport vide la tête. Ça fait du bien. Pour le faire, c'est difficile, on n'en a pas envie. Mais quand tu as terminé, tu es tellement content, tu es satisfait que tu te sens mieux dans ta peau. Donc, lui, Geoffrey, il a pris l'habitude de commencer à aller courir.
faire le jogging, comme on appelle communément. Il partait faire son jogging le matin et tout ça. Après, quand il rentre, c'est un étudiant, non? Il passe son temps sur l'ordinateur, fait des recherches et tout ça. Il mange, il se repose et tout ça. Il est gentil avec la maman. Il y a une course, elle l'envoie et tout et tout. La vie normale. Geoffrey est resté comme ça pendant 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le professeur rentre le soir. Geoffrey, depuis qu'il était sorti, n'est pas rentré. Ah, quoi? Où est Geoffrey? Oh, Geoffrey n'est pas rentré. Maman des enfants, où est l'enfant d'autrui? Où est Geoffrey? Ah, papa. Geoffrey, moi, le matin, je ne l'ai pas vu. Quand je me suis réveillée, je ne l'ai pas vu. Je pensais qu'il était allé courir comme il peut courir là. Il n'est pas rentré. Geoffrey a disparu. Le lendemain, le professeur ne comprend pas. Ils ont appelé Geoffrey toute la nuit. Il a demandé à gérer. Tu n'avais pas vu Geoffrey? Non. Alexandre? Non, non, papa. Mais ce n'est pas possible. Ici à Maryland, ici. Nous sommes dans un quartier de riches, de bourgeois. Comment Geoffrey peut disparaître seulement comme ça? Non, 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 non. Les États-Unis, ici, c'est trop compliqué. Peut-être qu'il est parti courir là-bas, il est tombé sur un cinglé qui lui a fait du mal. Le papa professeur, papa Anthony, prend le téléphone, appelle la police. Dit que je ne retrouve pas Geoffrey. Geoffrey, c'est que, oh, Geoffrey, c'est mon neveu, c'est comme si, c'est comme ça, manche longue. La police prend note des disparitions. Ok, monsieur, il faut 48 heures. Ok, il n'y a pas de souci, on attend. Peut-être qu'il va revenir, c'est un adulte, peut-être qu'il a une petite copine, il est parti dormir là-bas en cachette. Mais quand même, le papa dit, avec son comportement, les garçons, c'est sérieux. Je suis en train de l'aider, il habite chez moi. Depuis qu'il a fait les 6 mois ici, il se comporte très bien. Comment il peut découcher, il ne dit même pas à la maman. La maman, elle est gentille avec tout le monde. S'il a une petite copine et tout ça, il peut l'amener même ici. Il a demandé à sa femme dit, je ne l'ai pas vu, papa. Depuis le matin, moi quand je me suis réveillée, il était déjà parti courir. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok. Le temps passe. 48 heures après, le professeur appelle la police dit qu'on commence à les chercher. Parce que 48 heures. Ok. Ça veut dire qu'à la maison, tout le monde est stressé, tout le monde est angoissé. Jerry, le grand frère, il est à la maison et tout et tout. Il a envie d'aller prendre quelque chose à la cave. Vous voyez, c'est une maison en étage. Il descend à la cave, il a besoin d'un truc à aller chercher à la cave. Il n'a pas dit quoi. Quand il arrive à la cave là-bas, il commence à chercher, il touche, il dit, ah, où est-ce que j'avais mis ça? Où est-ce que j'avais mis ça? Pas, il tire un sac comme ça, il ouvre dans les sacs. Aïe! Il est surpris de voir des ossements. Aïe! Les ossements? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il voit des ossements. Les genres de sacs, vous voyez, les sacs à température. Vous voyez les genres de sacs qu'on peut mettre la nourriture froide, genre frigorifié, là, les petits sacs là où quand on voyage là-bas, tu peux mettre un peu ton jus congelé, ta petite salade que tu avais faite pour manger sur la route et tout ça. Vous voyez un peu les genres de sacs là. Il voit les sacs, il voit des ossements, des histoires bizarres, des viandes, des... Ah! Ça c'est quoi? Ça c'est quoi au garage? Il appelle Alexandre, son petit frère. Alexandre, tu es où? Alexandre dit ça, c'est quoi? Hey, Alexandre, ça c'est quoi? Il dit, hein? C'est quoi, Jerry? Ils regardent les deux, ils sont étonnés. Des ossements. Aïe! Appelle papa. Papa descend, regarde ce qu'on a trouvé ici à la cave. Le papa est étonné. Il dit, ça c'est quoi? C'est la viande. Ils sentent comme ça sent. Ça c'est quoi? Alexandre dit, ça peut être la chair d'un animal. Un animal sauvage. Papa dit, regarde, il dit, un animal sauvage dans la cave. Qui a tué l'animal sauvage? Vous attrapez déjà des animaux sauvages. Il y a un sanglier dans les quartiers. Il y a quoi? Comment un animal sauvage va se retrouver ici? Ce n'est pas possible. Le papa étonné, le papa désespéré, le papa inquiet, le papa surpris. Le papa dit, ce n'est pas possible. Dans ma cave, des animaux sauvages déjà emballés. Appelez d'abord votre maman. Elle a acheté la viande boucanée. Elle a acheté la viande de l'Afrique. Non. Moi, j'appelle la police. La qualité des eaux que je vois ici. Allô? Allô, la police, vous êtes où? Moi, papa Anthony, professeur à l'université. Je vous appelle, je suis ici à la cave avec mes 2 fils. On vient de faire une découverte macabre. On vient de découvrir des ossements. On vient de découvrir de la chair. Dans ma cave, ce n'est pas possible. On ne sait pas c'est quel genre d'animal. J'appelle ma femme, elle ne répond pas au téléphone. Ah bon? La police dit, ok, on arrive. Le papa dit, laissez ça, ne touchez pas. Laissez ça intact, ça fait peur. Ça, c'est des problèmes. Mais en tout cas, votre maman ne répond pas au téléphone. C'est comme ça qu'eux tous ils sortent de la cave. Eux tous ils partent, ils laissent le sac là-bas en évidence. Parce que papa a déjà appelé la police. Quelle police va courir? Parce que vous avez retrouvé un sac de chèvres, un sac de viande boucanée, un sac de viande d'animaux, que vous-même vous ne savez pas c'est quel animal. Pourquoi ils vont courir?
La police n'a pas couru. La police a pris son temps. Si vous aviez dit que la police, on a retrouvé quelqu'un, d'accord. Mais vous avez retrouvé un sac avec la nourriture, avec la viande. Ça ne pue pas, ce n'est pas pourri. Est-ce que la police vraiment est inquiète par rapport à des choses comme ça? La police a autre chose à faire. La police est restée tranquille. La police a pris le temps. Ils l'ont mis dans la liste des gens qui vont passer à peu près. Le papa est monté, non? Le papa est allé faire son travail de professeur et tout le monde a évacué à ses activités. 2 ou 3 heures après, la police vient. Bonjour, monsieur Anthony, nous sommes la police. Tu nous avais appelé. Ah oui, je vous avais appelé. On a retrouvé un sac de viande là dans ma cave et tout ça. Je n'ai pas compris et tout ça. Ok, d'accord, on va aller voir. On va prendre les sacs. On va aller regarder c'est quel animal que vous avez gardé. Il dit, nous, on n'a pas gardé. Hein. On n'a pas gardé, je ne sais pas. Ma femme, elle est dans une formation, elle ne répond pas au téléphone. Je ne sais pas si c'est la viande d'Afrique, mais moi, vraiment, la viande là ne m'a pas inspiré confiance. Vraiment, je préfère que vous venez prendre ça, vous sortez, parce que ça peut ramener des fourmis, des choses comme ça. Non, 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 non. En tout cas, prenez ça. C'est comme ça qu'ils descendent à la cave. Et quand ils arrivent à la cave, le papa commence à chercher les sacs. Alexandre, Jerry, descendez. Les 2 enfants descendent. Où est les sacs? Quel sac? Mais les sacs de viande qui étaient ici, les sacs des ossements, les sacs qu'on avait trouvés ici, les sacs pour lesquels vous m'avez appelé. Oh, j'ai dit, mais les sacs étaient ici, non? Tu as dit qu'on attend que la police vienne. Mais les sacs n'est pas là, moi, regardez, les messieurs sont là. Les sacs est passé où? Qui a enlevé les sacs? Et deux, il reste calme. Mais où est passé les sacs? Le papa est fâché. Montre-moi les sacs. Ah, j'ai dit, papa, mais tu as dit qu'on laisse les sacs, on a laissé les sacs ici. La police regarde. Mais, messieurs, vous nous avez déplacés pour rien. Il dit non, je ne vous ai pas déplacé pour rien. Il y avait un sac avec des ossements ici, un sac avec de la chair bizarre, un sac qui sentait. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je ne peux pas vous déplacer pour rien. Ce n'est pas possible. Mais vous deux là, nous sommes à 3 dans la maison. Maman n'est pas là. Qui a sorti le sac? Le papa s'est fâché. Il a pris l'autorité de papa. Qui a sorti les sacs? J'ai rien dit, papa. Ce n'est pas moi, papa. Pourquoi je vais sortir les sacs? C'est moi qui vous ai appelé quand j'ai vu les sacs. Si je pensais que je pouvais les jeter, je n'allais pas vous appeler. C'est pas moi, papa. Papa, regarde, Alexandre. Alexandre, où est-ce que tu as mis les sacs? Oh, papa, oh, j'ai dit, où est-ce que tu as mis les sacs? Je sais que c'est toi. Oh non, papa, comme les sacs là, il y avait la viande bizarre comme ça. J'avais peur que ça ramène les fourmis. Toi, tu as dit que ça allait ramener les fourmis, les moustiques et tout ça. On pouvait se retrouver envahi des insectes. J'ai préféré jeter ça à la poubelle. Oh. Toi, je vous ai bien dit, vous êtes des adultes, que j'ai appelé la police. Tu vas prendre les sacs, tu vas les jeter à la poubelle. Va montrer aux policiers où tu as jeté. C'est comme ça qu'ils tous ils sortent de la cave. Ils partent à la poubelle. Quand ils arrivent à la poubelle, les policiers voient effectivement, il a vidé le sac. Il ne l'a pas jeté fermé. Il a vidé les sacs, vraiment que les ossements sont tombés dans la poubelle, mélangés avec les autres saletés de la poubelle. Mais la poubelle qui est sur la route, loin, 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 loin là-bas. Les policiers lui ont demandé, pourquoi chez vous c'est ici? Tu es parti jeter à la poubelle à 300 mètres. Oh non, comme c'était des ossements et tout ça, moi j'ai préféré jeter ça loin, hein, parce que peut-être les fourmis peuvent suivre l'odeur jusqu'à la cave. Ah bon? Les fourmis suivent l'odeur des viandes comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. On va récupérer toute la viande. Où est-ce que tu as jeté les sacs? Oh, c'est-à-dire que quand j'ai jeté la viande ici, je me suis dit que les sacs ici, ça peut aider les pauvres. Donc, je suis partie jeter les sacs peut-être à 300 autres mètres. Hein, parce que là-bas, tu vois, parfois, il y a les gens qui viennent ramasser dans la poubelle là-bas. Ils peuvent utiliser les sacs. Ah, accompagne-nous. Il a accompagné les policiers, là, il est parti jeter les sacs. Ok. Les policiers ont récupéré et les sacs, et la viande, et Alexandre, et Jerry, et le professeur. Ils les ont emmenés à la police station. Il leur a dit, asseyez-vous ici, hein. On va vous interroger, chacun individuellement. On veut savoir ce qui s'est passé chez vous. Parce que votre comportement est bizarre. Est-ce que vous savez que votre papa nous a appelés ici parce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a disparu? Oh, on sait, c'est notre grand frère et tout ça, on habite avec lui et tout ça, c'est un étudiant de papa et tout et tout. Ok. Donc, on va vous poser des questions chacun individuellement. Le professeur ne comprend rien. On lui pose des questions, on monte un dessin, le professeur est correct. On va demander à Jerry. Jerry dit que lui, il ne sait pas. Lui, il a vu seulement que Geoffrey a disparu. Geoffrey n'est pas revenu, ça fait 2 jours. Maintenant, quand lui, il avait trouvé les viandes là, il avait trouvé ça bizarre parce qu'il pensait que c'était un animal. Maintenant, il voulait savoir c'est quoi. C'est vrai que maman prépare la nourriture africaine. Mais la qualité des chairs là, des ossements que lui, il a vu, ça l'a impressionné, ça l'a stressé, ça l'a frustré, ça l'a fait bizarre.
C'est pour ça qu'il avait appelé Alexandre. Ok. On a appelé Alexandre. On fait asseoir Alexandre. On bluffe sur Alexandre. Pourquoi? Parce que Alexandre, il était en sursis. Alexandre a été arrêté pour 2 ans. Il était libéré parce que Alexandre, il était libéré en sursis. Alexandre, il venait de prison. Alexandre, il avait 3 ans à faire à la maison. Libération sous caution. Alexandre devait avoir un suivi. Pourquoi il avait été arrêté? Alexandre a 19 ans. Il a fini ses études, il est allé à l'université. Quand il arrive à l'université, c'est une université des bourgeois. Alexandre est enfant gâté, Alexandre est cadet. Alexandre veut jouer à l'enfant gâté là-bas. Ça ne marche pas à chaque coup. Il a commencé à avoir des problèmes avec les autres universitaires. C'est comme ça qu'un jour, Alexandre va faire la bagarre avec un autre universitaire. La façon qu'ils se sont battus, Alexandre l'a tapé de toutes ses forces. Alexandre l'a mordu. Alexandre lui a troué les yeux. Il a troué les yeux à l'autre là. Donc il fallait que les costauds, les robustes viennent enlever Alexandre du corps de l'autre garçon. Quand on les a amenés à l'hôpital tous les deux parce que c'était quand même tapé, l'autre ne voyait plus. Il lui a crevé les yeux, il lui a plié les yeux, il a crevé les yeux. Il a terminé de lui crever les yeux, il a mordu. Il a commencé à le mordre. Vous voyez les gens de Montsou qu'il te mord, il enlève la chair, il crache, il mord. C'est quand les gens ont commencé à paniquer, crier, ça saignait de partout. L'autre criait, il n'arrivait plus à se battre. Alexandre lui bouffait la chair, il crachait. Les gens sont venus donner des coups à Alexandre sur le dos pour l'enlever du corps de l'autre. On a maîtrisé Alexandre. C'est comme ça que, quand la police est tombée et tout ça, on a arrêté Alexandre. On l'a mis là-bas en prison avant les jugements. Quand il arrive devant les juges, il dit quoi? Qu'il avait eu un rêve. Que lui, dans son rêve, les garçons là l'avaient agressé, il devait se défendre. Parce que si ce n'était pas défendu, ces garçons-là allaient lui faire du mal. On l'a arrêté. On l'a arrêté, il a fait 2 ans de prison. Après, les juges ont dit que non, Alexandre a des problèmes de tête. La solution n'est pas de l'arrêter, mais de le sortir et le mettre à la maison. Qu'il ait un suivi. Parce que son histoire des rêves, jusqu'à aller se bagarrer comme ça, en prison, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'il ait avoir un suivi. C'est comme ça qu'il a fait 2 ans de prison. Il est sorti, il est venu à la maison. Et quand il vient à la maison, 5-6 mois après, c'est quand Geoffrey vient habiter chez eux. Il commence à habiter avec Geoffrey sans problème. Quand maintenant, la police récupère tout ça, ils tapent les noms de tout le monde. Ils voient qu'Alexandre a un dossier. Ils interviewent le papa, ils interviewent Géry, ils voient qu'il n'y a rien. Ils vont se concentrer sur Alexandre. Ils lui demandent, Alexandre, dis-nous la vérité, parce que nous, on connaît la vérité. On te connaît, tu connais des services. Si tu parles, ta peine sera allégée. Si tu ne parles pas, tu ne vas plus ressortir. Le choix t'appartient, tu es un adulte. Sois consciencieux. Tu es une grande personne. Tu sais que tu es en liberté conditionnée. Donc, parle correctement. Parce que ils vont rentrer, toi, tu peux te retrouver que tu es resté ici. Les policiers menacent Alexandre. Alexandre dit non. Les ossements là que vous avez ramassés, ça ne sert à rien d'amener ça à l'hôpital. C'est Geoffrey. D'accord. Nous-mêmes, on savait que c'était Geoffrey. Comment ça s'est fait que c'est Geoffrey? Et comment il y a que ces morceaux? Parce que Geoffrey, d'après sa corpulence, il ne représente pas ces sacs que nous on a ramassés. Oh non, Geoffrey, ces jours-là, il était parti courir, parti faire le jogging. Quand il est rentré, il a pris sa douche normale, il est parti se reposer, il est parti dormir. C'est comme ça que lui, Alexandre, la veille, il avait dormi, il avait rêvé qu'il devait manger le cœur de Geoffrey. Et l'intelligence de Geoffrey, donc le cerveau de Geoffrey, pour qu'il soit une personne meilleure à la société. Donc ça rotait, ça trottait dans sa tête. Le matin, quand il a vu que Geoffrey dormait, Geoffrey, il ne peut pas dormir, fermer la porte à clé. Dormir, c'est quoi? Tu habites dans une maison avec des gens, vous vous entendez. C'est comme ça qu'Alexandre est venu, il lui a tapé quelque chose.
Geoffrey n'a pas eu le temps de se défendre. Geoffrey est décédé sur le coup. Et lui, Alexandre, il a fait quoi? Il a cassé la tête de Geoffrey. Il a pris le cerveau de Geoffrey. Il a mangé. Il a tranché Geoffrey. Il a déchiré. Parce que Geoffrey était déjà mort. Il a pris son cœur. Il a mangé. Quand il a terminé de manger, il a fermé tout ce qu'il avait fait là dans les couvertures du lit dans lesquelles Geoffrey avait dormi. Il est descendu avec à la cave. C'est à la cave qu'il a découpé un peu Geoffrey. Il a pris les grosses parties comme les cuisses et tout ça qui n'avait pas besoin, il n'y a rien à manger là-bas. Il a pris ça. Il a conduit. Il est parti jeter ça à côté de l'église de Maryland. Il y a une grande église là-bas. Dans les poubelles là qui sont à côté de l'église, il est parti jeter le corps là-bas. Les morceaux de corps qui ne l'intéressaient pas. Il a gardé les parties comme les foies. Vous voyez un peu les choses intéressantes. C'est pour ça que quand son frère Jerry avait retrouvé le sac l'avait impressionné parce qu'il y avait des parties du corps sélectionnées. Vous savez que ce sont des enfants d'un professeur et eux-mêmes aussi ne sont pas cons. Donc Alexandre a pris le temps de bien décortiquer le corps, prendre les parties qui l'intéressaient. Le reste là, il est parti jeter. Jerry aussi, quand il a vu, avec son intelligence, il a compris que comment ça peut être un animal? C'est quelle partie du corps? Ça l'a impressionné. C'est ce que Alexandre sort de sa propre bouche. Les policiers sont restés bouche bée. Ah bon? Il dit oui. J'ai jeté ça là-bas à l'église de Maryland. Ok, on va dépêcher les policiers. Aller voir les poubelles de Maryland là, si ça donnait quoi. On envoie les policiers. Les poubelles ont déjà été débarrassées. On fait le tracé de ces poubelles là. On va tomber. On va découvrir qu'effectivement dans les poubelles, il y a un corps. Le corps de Geoffrey. Maintenant, la police lui demande, c'est ton rêve qui t'avait poussé à faire ça? Il dit oui. Maintenant, les autres parties que tu avais gardées, c'était pourquoi? Il a dit non. Il avait gardé ça dans une glacière parce qu'il savait qu'après, il allait encore manger. Il allait encore manger ça. Donc, c'était comme son takeaway, son goûter et tout ça. De temps en temps, il descend en bas là-bas, il mange ça. Il mange la cervelle de quelqu'un. Il mange les foies, les poumons de quelqu'un. Sans cuisiner, sans rien. Il mangeait ça comme ça. Un sanguinaire. Les policiers sont restés bouche bée. On lui a demandé maintenant pourquoi quand on est venu, tu es parti jeter. Il a dit non. Il est parti jeter parce que ça n'avait plus de sens de garder ça. Il a préféré tout jeter parce qu'il avait déjà jeté le gros. Les policiers ont dit d'accord. Tu ne vas pas rentrer chez toi, tu es conscient. Il dit oui, je suis conscient. Ok. Tu vas rester ici, on va chercher un juge à qui on va parler de ton histoire et il va décider ce qu'il va faire de toi. Parce que toi, tu es déjà en liberté conditionnée. Donc, tu vas rester ici. Il a dit d'accord, je suis d'accord de rester. Calmement, tranquillement. On a expliqué ça aux parents, on a expliqué ça à Jerry et tous ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont failli s'évader. Donc, le papa n'en revenait pas. Ils étaient stressés, traumatisés. La maman a pleuré. Vous connaissez les mamans africaines. Elle a dit, ça c'est quoi? L'enfant lui-même de sa propre bouche, il a dit qu'il a mangé quelqu'un sans le cuisiner. Il a mangé le cœur de Geoffrey. L'enfant d'autrui, un Ghanéen. Les parents sont rentrés à la maison. Il est resté en prison. C'est devenu une procédure judiciaire. On l'a jugé. À la grande surprise de tout le monde, le juge ne l'a pas condamné. Le juge a dit qu'il n'ira pas en prison parce qu'il peut aller répéter ça en prison. Le juge a décidé, le juge a dit qu'il doit aller dans une maison des malades mentaux où on va l'aider à guérir, où on va le soigner. Parce que le problème, ce n'est pas de l'arrêter, le mettre en prison. Il peut répéter le même crime en prison. Donc, il faut aller le soigner. Savoir pourquoi lui fait des rêves qu'il met en exécution. Le problème, ce n'est pas pourquoi il les met en exécution. C'est de savoir pourquoi il fait ces rêves-là. Donc, il faut qu'on le soigne. Quand on va finir de le soigner et que les professionnels vont estimer que maintenant, il est apte à vivre dans une société, on va le lâcher. On ne voit pas pourquoi on va condamner quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne sait pas pourquoi il fait des choses. Il n'est pas comme ça. C'est les rêves qui le poussent à faire ça. Donc, on doit lui faire un lavage de cerveau pour qu'il ne rêve plus comme ça. Ça ne sert à rien à le condamner. Il faut juste le soigner. C'est ça la condamnation que Alexandre a pris. Après avoir fini avec Geoffrey.
Geoffrey, sa vie est finie comme ça. Il a fait 2 ans aux États-Unis d'études pour rien. Pour rien. Pour aller tomber sur un enfant cannibale. Un enfant africain. Un enfant kenyan. Cette histoire est juste épouvantable. Cette histoire est effrayante. Cette histoire est frustrante et stressante. Le pauvre professeur, Papa Anthony, il avait un bon cœur. C'était de bonne foi. C'était par amour qu'il voulait aider Geoffrey. Mais ça ne l'a pas payé, ça l'a mis dans les problèmes. Avec la famille de Geoffrey. Ça lui a mis un problème de conscience. Ça l'a brisé de comment il a eu un enfant comme ça. Un fils que tu as élevé aux États-Unis qui peut penser comme ça. D'où est venue la faille? Ils ont l'argent. Il est instruit, il est intellectuel. Les enfants sont en condition. C'est quoi le problème? Il a brisé la vie de ses parents. La maman n'en revenait pas. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle n'avait pas l'impression que c'était son fils. Parmi tous ses enfants, c'est le seul enfant qui faisait les dégâts. L'enfant allait taper l'autre jusqu'à les rendre aveugles. Comment tu peux percer les yeux de quelqu'un d'autre jusqu'à les trouer, les rendre aveugles? À cause de la colère de quoi? C'est quelle colère qui t'anime? Les parents n'en revenaient pas. C'est l'histoire de Geoffrey et Alexandre. Cette histoire est très douloureuse. Ça nous fait réfléchir et ça nous remet en question. Des personnes qui ont l'habitude d'aller habiter chez les gens. Nous sommes hospitaliers, c'est normal, nous sommes africains. La vie aussi, ce n'est pas comme si on doit rester seulement seul, enfermé. Dans la vie, le but, ce n'est pas d'être frustré, renfermé, égaré, rester sur ses gardes, prudence, prudence. Ce n'est pas ça le but de la vie. On doit profiter de la vie, on doit profiter du paysage, des gens, de la gentillesse, de la commodité des personnes. C'est pour ça que nous sommes hospitaliers. On reçoit les gens en vacances chez nous, on va en vacances chez les gens. On se connaît, on se fréquente. On peut s'entraider, on est à l'étranger. On n'a pas dit que pour aider quelqu'un, il faut que tu connaisses son père, sa mère. Tu peux aider quelqu'un juste parce que tu en as envie. Le papa kenyan, ici, Papa Anthony, il aidait Geoffrey. En tant qu'un enfant africain, il ne connaissait ni son père, ni son pays. Lui, il vit aux États-Unis. Il a vu que c'est un enfant d'Afrique, un courageux, un intellectuel, un garçon studieux. Je vais l'aider. Il n'a pas mal fait. C'est très bien, c'est très gentil. Vous avez vu la maison dans laquelle il vit. Il est en condition. Il avait un bon fond. Mais regardez ce qui est arrivé à Geoffrey. Maintenant, qu'est-ce qu'on va tirer conclusion de cette histoire? Qu'on ne doit plus aller chez les gens, qu'on doit être méfiant. Qu'on doit demander leur CV chacun individuellement qui habite dans cette maison-là. On doit connaître leur histoire. C'est quoi l'enseignement qui est derrière cette histoire? C'est tellement stressant que ça nous remet tellement en question. On veut bien être prudent. Mais dans la vie, on a aussi des aides. Il y a aussi des gens qui nous ont aidés pour avancer, pour s'améliorer. On a tous dormi chez des gens qu'on ne connaissait pas. On a dormi chez des gens juste parce qu'on est congolais, parce qu'on est francophone. Il y a des gens qui nous ont aidés dans la vie à l'occasion de rien du tout. C'est normal. Mais maintenant, si l'aide peut se transformer en destruction, c'est juste horrible. Ce garçon est tombé sur un coup de malchance. C'est pour ça que parfois dans la vie, quand quelque chose t'arrive, il faut seulement accepter et continuer. Ce garçon, il avait été refoulé. Il aurait dû seulement rentrer au Ghana. Rentrer au Ghana. Il avait déjà étudié, il avait déjà fait 2 ans de doctorat. La 3e année qu'il voulait faire, c'était sans visa. Il devait négocier le visa pour faire la 3e année que lui, il voulait. Mais les 2 ans qu'il avait déjà fait là, c'était quand même aux États-Unis, plus son diplôme ghanéen d'université. Il est décédé à 42 ans sans avoir travaillé. Avoir étudié toute la vie pour rien. Sans femme, sans enfant. On a rapatrié son corps, le professeur a payé. Parce que le professeur a des moyens. Les restes des ossements là, la famille de Geoffrey a demandé ça. On l'a enterré au Ghana. C'est un traumatisme pour ces papas-là qui avaient la bonne foi et la bonne volonté. C'est un traumatisme pour la famille de Geoffrey qui l'ont vu partir en une pièce et revenir en ossements. C'est dangereux, nous sommes à l'étranger. Les enfants ont des influences. Qu'est-ce que nos enfants regardent à la télé? Pourquoi ton enfant fait des rêves comme ça? Qu'est-ce qui l'a influencé? Parce que ça peut être qu'une influence. Les autres vont dire que c'est un envoûtement. C'est des démons. D'accord, parce qu'aucun endroit on a dit que c'était une famille chrétienne, croyante et pratiquante. Non. C'est vrai qu'on sait que parfois, les professeurs, les médecins, les avocats, les juristes, généralement les gens qui occupent des grands postes sont parfois dans des sectes, sont parfois dans des sciences.
On ne va pas coller ça à notre papa, mais on dit, on sait généralement. Parce que cette histoire, quand les Ghanéens ont commenté eux-mêmes, le papa professeur l'a sacrifié, le papa professeur était peut-être dans des loges et tout et tout. Ça, c'est les gens qui ont écrit. C'est n'écrit nulle part que ce papa-là est dans une loge. Mais tous nous savons que parfois, les gens qui ont des très grands postes, ils sont parfois partisans de certaines sectes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'avant d'aller habiter aussi chez quelqu'un, il faut regarder qui est cette personne. Il ne faut pas aller dormir chez n'importe qui, accepter l'aide de n'importe qui. Il ne faut pas aller se livrer. Ça, c'est les Ghanéens qui ont écrit. Mais ce n'est pas reconnu. Dans aucun CV du professeur, on a dit qu'il appartient à telle secte. Ça, c'est les gens, les spéculations. C'est ce que les gens ont dit. Mais en dehors de ça, prenons qu'il n'est pas dans tout ça. Il avait la bonne foi et la bonne volonté. Pourquoi son fils en est en arrivé là? Pourquoi son fils est sanguinaire? Pourquoi son fils peut sortir de sa propre bouche qu'il a mangé le cerveau de quelqu'un avec qui tu as habité 6 mois, avec qui vous causez, avec qui vous rigolez, vous mangez ensemble à table. Tu as cassé sa tête, prendre le cerveau, manger. Tu as terminé, tu es parti, tu as continué ta journée normale, tu as dormi. Jusqu'au lendemain qu'on vient trouver son corps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de son fils pour être comme ça? Qu'est-ce qui arrive à sa famille? Comment ton enfant peut devenir sanguinaire? C'est des questions qu'il faut se poser. Les influences qu'ont nos enfants. Les parents, ils travaillent. Est-ce qu'ils avaient le temps de remarquer ou de comprendre que leur enfant était sanguinaire? Ton enfant va aller se bagarrer à l'école, d'accord. Mais bagarrer jusqu'à trouer les yeux de quelqu'un. Jusqu'à mordre quelqu'un, couper sa chair, cracher. Mais quand il sort des prisons, il est même un danger pour vous-même. Il fait peur. Comment ton enfant peut avoir une réaction comme ça? De mordre quelqu'un jusqu'à couper sa chair, cracher. C'est terrifiant. Faisons attention. C'est tout ce qu'on peut dire. Faisons attention parce que le garçon, il est parti habiter là-bas. Je ne sais pas s'il était au courant que Alexandre était en sursis. Et la cause pour laquelle il était en sursis, je ne sais pas s'il était au courant. Mais à regarder leur corpulence, Geoffrey, il courait, il faisait le sport. Ça veut dire qu'il n'était pas facile aussi. Mais quand tu dors, tu es en position de faiblesse. On lui a tapé quelque chose sur la tête, on lui a explosé la cervelle, comme on dit. Il lui a cassé le crâne. Geoffrey ne pouvait plus se défendre. Alexandre n'a que 21 ans. Geoffrey a 42 ans, il a le double de son âge. Restons prudents, restons éveillés, restons attentifs et restons croyants. Accrochons-nous à une foi, à une croyance, quelle qu'elle soit. Parce que je pense que quand on prie aussi quand même quelque part, Dieu nous aide à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Je pense que si Geoffrey était croyant, chrétien et pratiquant, il n'allait soit pas se trouver dans cette maison-là, ou rien n'allait se passer qu'elle allait être dans cette maison-là. Vivre aussi juste comme ça par hasard, ça a beaucoup de risques. Parfois dans la prière, on est épargné de certaines choses. On est épargné. Il aurait pu trouver un autre logement, une autre personne pour l'aider. Mais il est parti comme ça, comme un colis, chez ce professeur qui avait toute la bonne volonté du monde pour l'aider, pour perdre la vie. Il y a parfois des messages, on te dit pars seulement. La vie n'est pas qu'en France, n'est pas qu'en Suisse, n'est pas qu'en Allemagne. La vie est partout. Il y a des gens qui sont bien riches au Gabon. Il y a des gens qui vivent très bien en Centrafrique. Il y a des gens qui vivent très bien au Burkina Faso. Ce n'est pas parce que tu restes ici en France, courir dans les métros, que tu es mieux que lui. La vie est partout. Il y a parfois des messages forts. Que quand tu vois tout un pays s'élève contre toi, te chasse seulement. Maman, entre à prière, prie. Peut-être que ta vie, c'est au Congo. Ça va fleurir là-bas, au Niger. Ne t'obstine pas. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur bénédiction, de leur vie, juste par l'entêtement. Juste parce qu'ils veulent. C'est que la vie ne leur offre pas. Quand la vie ne t'offre pas quelque chose, parfois soumets-toi et change de position. C'est horrible. Il avait ses projets, mais les projets n'étaient pas faits pour lui. Restons forts, restons prudents. Focalisons-nous sur des choses qui sont vraiment indispensables à nos vies. Quand tu as déjà fait quelque chose à une certaine étape, parfois il faut aussi se contenter. Le garçon était licencié dans son pays. Il avait fait 2 ans de doctorat. Je ne sais pas si c'est la 3e année là qu'il allait le rendre président de la République. Parfois, contente-toi de ce que tu as déjà. C'est déjà quelque chose. C'est pas comme s'il n'avait rien. Il avait déjà des diplômes américains. Mais qu'est-ce qu'on va conclure? Et que c'est le destin. Le destin en fait partie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous.
de liker et surtout de commenter dans le respect. Laissez un point de vue. On est là pour discuter, échanger. Car vous savez tout ce qu'on apprend des autres. Par les commentaires délicatement écrits dans le respect. Avec intelligence, on lit, on comprend. On lit les adages. On comprend comment les autres pensent. Ça nous ajoute toujours un plus. En vous remerciant tous d'être fidèles à ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez Maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana Maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Ils a cadeau maman apesi bino ba bazana posa ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show.
Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et maman Kabibi Chaude, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital au Yolo. Alors, tu foutu facture, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bonzele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Kolobapo na maman Zali. Na pesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona ki ndeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to kozonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé nanga tuka na sepel makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei to royal susu na fin du mois nde kaka to salaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi, tu es qui dans l'hôpital, tu bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi yango to ringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Nakunde na zabe ba minasa yange pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup maman Kabibi. Merci maman Kabibi. Nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres. Et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.